Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'épisode est un peu particulier parce que pour ce troisième épisode, nous avons décidé de nous prêter nous-mêmes au jeu de l'interview. Comme pour nos invités, nous allons raconter une expérience qui nous a marqué et afin que chacun puisse partager son histoire, nous avons choisi de consacrer une moitié de l'épisode à chacun. C'est moi qui vais commencer. Je m'appelle Simonet. Au moment des faits, j'avais 15 ans et actuellement j'en ai 17. Je suis au gymnase en troisième année, en maturité. Est-ce que tu peux nous résumer brièvement ton anecdote, s'il te plaît? Alors, je prenais un vol pour rentrer en Suisse et l'avion a eu un énorme problème. Est-ce que tu peux nous raconter où tu allais, enfin d'où tu venais du coup, et dans quel contexte se déroulait ce voyage? Alors, on était dans un contexte de vacances, je rentrais en Suisse pour la fin des vacances, pour la rentrée, et à ce moment-là, j'étais en Norvège. Et à quel moment tu as compris que quelque chose n'allait pas dans l'avion? Après une vingtaine de minutes de décollage, le réacteur principal de l'avion a pris feu avec un énorme bruit. Est-ce que tu as ressenti quelque chose, genre une sorte de secousse, quand le réacteur a explosé? Oui, on l'a senti dans tout l'avion. Déjà, l'aile droite a complètement tremblé d'une forte intensité. Oui, même l'avion, on l'a senti, était un peu plus déstabilisé. Mais les hôtesses de l'air et les stewards ont essayé de garder les passagers calmes, le plus calme possible. Donc tu dis que l'équipage était assez rassurant envers les passagers, parce que du coup tu penses qu'ils étaient plutôt stressés, les passagers, à ce moment-là? Ah oui, on voyait, mais moi-même, on était vraiment stressé. C'est quelque chose qu'on se dit toujours, ça peut arriver qu'aux autres. On voit par exemple, soit à la télé, on voit que ça arrivait sur d'autres avions, ou dans les films, souvent, c'est ce genre de choses. C'est assez spectaculaire. Cette fois, voir que ça nous arrive à nous, c'est assez impressionnant quand même, parce qu'on voit que l'outil qui fait voler l'avion prend feu, avec des grandes flammes dans un endroit qui est assez loin de chez nous. Voilà, c'était très compliqué. Et les gens étaient très tendus. Il y a quelques cris qui ont été entendus, surtout des enfants en bas âge. Et est-ce que tu étais avec quelqu'un de ta famille à ce moment-là? Est-ce que du coup il a pu te rassurer ou est-ce qu'il est aussi un peu traumatisé comme toi tu l'es? Alors à ce moment-là, il faut savoir que oui, j'étais avec mon père. Mais mon père n'a pas tout de suite entendu le bruit parce qu'à ce moment-là, il dormait. Donc, il s'est réveillé et il a directement vu les gens un peu affolés et le réacteur parce que du coup, il faut savoir que moi, j'étais dans la place à côté de l'hublot et mon père avait la place du milieu. Très bien. Et quand tu nous as dit au début que l'avion a fait demi-tour, euh, à quoi tu pensais pendant que l'avion justement faisait demi-tour et se préparait à atterrir? Oui, déjà, avant qu'on nous dise que l'avion allait faire demi-tour, les pilotes nous ont rassurés, donc ils ont fait l'annonce dans le haut-parleur de tout l'avion en disant qu'un réacteur qui brûle, certes, c'est très impressionnant, mais c'est pas ça qui va causer, on va dire, un crash d'avion. Un avion, ça peut tranquillement voler avec un seul réacteur, ils nous ont rassurés de cette manière. Et du coup, ils ont d'abord attendu le feu vert pour rentrer à l'aéroport, le feu vert de la tour de contrôle pour être sûr qu'on se prenne pas un autre avion. Et est-ce que tu m'as dit que ça avait duré à peu près 20 minutes? Est-ce que ces 20 minutes ont été vraiment longues pour toi? Alors, c'était 20 minutes après le décollage. Faut savoir que moi, j'aime beaucoup le décollage. Du coup, les 20 minutes, c'était très bien passé. Mais après ces 20 minutes, lorsque le réacteur, on peut dire qu'il explose ou il prend feu, je pense que en une quinzaine de minutes, l'événement était déjà fini. Donc on était déjà de nouveau rentré parce que du coup la tour de contrôle a fait le nécessaire pour qu'on puisse atterrir dans les plus brefs délais parce que pour éviter un suraccident, donc qu'ensuite l'aile puisse prendre feu, qu'ensuite ce soit la cabine qui prenne feu et ainsi de suite.
Et quand l'avion a finalement atterri en sécurité, quel a été ton premier sentiment? Je pense que c'était un sentiment de soulagement, mais bizarrement, j'étais aussi un peu excité parce que lorsque les pilotes nous ont dit que avec un seul réacteur, on pouvait largement voler, je me suis dit, bon, alors ça veut dire que la situation n'est pas si terrible que ça. Donc j'étais assez excité de voir du coup comment la suite allait se passer. Et du coup, dès qu'on a atterri, déjà tout le monde est soulagé, tout le monde a sorti les téléphones pour avertir leur famille de cette anecdote, parce que c'est quand même un truc qui marque. Certaines personnes étaient assez choquées quand même, on voit. Et il y en a beaucoup qui ont été pris en charge par les autorités locales, qui ont été ensuite amenés à l'hôpital pour faire des examens, pour être sûr qu'il n'y a eu pas de problème interne. Et c'était juste pour confirmer pour ceux qui écoutent, on est d'accord que personne n'a été en danger ni enfin touché par quoi que ce soit durant l'incident. Non, personne n'a été touché directement par, on va dire, les flammes du réacteur. Les flammes du réacteur n'ont fait aucun dégât à part l'avion et, d'après ce que j'ai compris, un peu l'endroit où s'est posé l'avion. Parce que du coup, au moment où on s'est posé, on n'a pas pu sortir tout de suite de l'appareil parce que les pompiers ont dû d'abord éteindre le feu. Donc dès qu'on est arrivé, c'était aussi assez impressionnant. Il y avait 3 camions de pompiers qui nous attendaient pour justement éteindre le feu au plus vite pour nous faire descendre de l'avion. Donc l'extinction du feu a dû prendre 5-6 minutes maximum, je pense, parce que les pompiers ont été très très efficaces et ça nous a rendu service entre guillemets parce que comme ça la tension a pu redescendre parce que les passagers étaient très 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 nerveux au moment de l'atterrissage parce que l'atterrissage s'est pas très très bien passé, il faut dire. Le réacteur étant endommagé, il ne fonctionne pas bien. Atterrir avec un seul réacteur, c'est faisable, ils l'ont fait. Donc c'est pas ça le souci, c'est juste que la stabilité de l'avion est un peu remise en question entre guillemets. Donc on a atterri avec plusieurs petits sauts qui peuvent un peu surprendre les gens qui ne sont pas habitués à voyager. C'est des sauts qui sont un peu impressionnants parce que du coup, c'est pas comme un saut normal comme nous on pourrait faire. C'est des sauts de 3-4 mètres de haut à chaque fois. Donc l'avion rebondit littéralement sur le sol. Et comment tu t'es senti dans les jours qui ont suivi après cet événement dur? Les jours qui ont suivi, alors déjà, il faut savoir que la compagnie qu'on a pris a été super efficace et ils nous ont tous pris un hôtel et ils nous ont réservé un vol pour le jour d'après, si je ne me trompe pas. Alors, du coup, on était tous ensemble à l'hôtel, on a pu un peu débriefer, entre guillemets, ce qui s'était passé. Chacun a un peu donné sa manière qu'il avait vécu l'événement. Certaines personnes étaient vraiment plus choquées que d'autres personnes. Par exemple, elles n'osaient plus rentrer en avion. Elles ont demandé à la compagnie s'il n'y avait pas une autre manière de pouvoir rentrer chez eux. Parce que ils étaient vraiment, entre guillemets, traumatisés de prendre l'avion par peur que cet épisode se reproduise ou voire même pire. Et du coup, voilà, personnellement, moi et mon père, ça s'est vraiment bien passé. On n'était pas plus choqués que ça. Parce qu'il faut savoir qu'on est quand même habitué à voyager. Du coup, l'avion, les atterrissages un peu musclés. Moi, ça me fait plaisir. J'aime bien quand il y a un peu d'action. Mais oui, forcément, quand il y a d'autres personnes qui, peut-être, c'est la 3e fois qu'ils prennent un avion, ou c'est même la première parfois, parce qu'il y avait 2 personnes, un couple, c'était la première fois qu'ils prenaient l'avion, leur premier vol, c'est ça. C'est sûr que c'est très, très, très compliqué. Donc, de pouvoir ensuite remonter dans un avion, faire confiance à un appareil. Et du coup, voilà. Et est-ce que quand tu prends l'avion encore aujourd'hui, tu m'as dit, est-ce que tu repenses encore à cet événement quand tu es dans l'avion? Oui, j'y repense assez souvent. Maintenant, j'en rigole avec mon père. On en rigole, on dit imagine, ça se reproduit. On en rigole, c'est un peu du sarcasme. Hein, parce qu'on espère, logique, que ça se reproduit pas. Parce que ça veut dire que l'avion a un souci. Disons, c'est même pas un petit souci. C'est un souci qui impacte vraiment l'avion. C'est-à-dire qu'il y a eu un énorme souci au niveau d'un réacteur. Mais oui, du coup, on y repense. On est obligé d'y repenser en vrai.
parce que tu montes dans l'avion, tu vois le réacteur, du coup, t'as des souvenirs qui reviennent en tête, mais du coup, oui, voilà. Et avec le recul de tout ce que tu as pu vivre, quelle leçon retiens-tu de cette expérience? Je pense que la leçon à retenir, c'est que même si un jour un avion a eu un problème, c'est pas parce que il y a eu ce problème-là qu'il faut plus y remonter. C'est vraiment dur à expliquer, mais après ça, il faut peut-être aller voir un psy, par exemple, pour pouvoir en parler, parce que logiquement, c'est vraiment un événement qui peut traumatiser, hein. Mais oui, s'il y a une leçon à retenir, c'est fallait pas paniquer, fallait rester calme. Ensuite, après ça, limite reprendre un avion le plus tôt possible pour se montrer que c'était juste un problème qui arrive vraiment très 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 rarement. Si je ne me trompe pas, on a plus de chances de se faire toucher par la foudre qu'un crash d'avion. Donc c'est un événement qui arrive vraiment très 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 rarement. Et donc peut-être si vraiment l'événement il nous a marqué, pouvoir en parler avec des proches, ou même si les proches aussi sont marqués ou ne peuvent pas nous aider, euh, pouvoir aller chez quelqu'un, chez un psychologue. Il faut savoir que la compagnie avait mis à disposition des psys à eux, parce que du coup, c'est des psychologues spécialisés dans tout ce qui est les avions, donc tout ce qui est crash. Ils avaient déjà pris en charge des gens qui avaient vécu des vrais crashs d'avion, où vraiment l'avion se crache au sol. Et, euh, et du coup, voilà. Et si tu pouvais adresser un message à quelqu'un qui vivrait la même situation que toi, donc on va dire les mêmes choses, c'est-à-dire que le réacteur a explosé, ils ont fait demi-tour, mais ils ont pu atterrir en sécurité, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne? Le message, ça serait: prends soin de toi après l'événement, prends le temps qu'il te faut pour si te soigner, comme j'ai dit avant, peut-être aller voir des psychologues. Il n'y a aucune honte à aller voir des psychologues parce que tu te sens pas bien. Comme j'ai dit, c'est un événement qui est très très marquant. Et essaye d'en parler avec ta famille. Peut-être la prochaine fois que tu prends l'avion, tu demandes au pilote un peu d'être rassuré avant, à l'hôtesse d'être rassuré. Tu vois, si tu prends l'avion avec quelqu'un de ta famille, limite lui prendre la main, il y a rien de mal, beaucoup de personnes le font, lui prendre la main avant le décollage, ou essayer de s'endormir comme l'a fait mon père d'ailleurs. Maintenant que j'ai répondu aux questions, on inverse les rôles, et du coup c'est à mon tour de t'interviewer pour la deuxième partie de cet épisode. Du coup, je m'appelle Liam, j'ai 17 ans et quand l'événement a eu lieu, j'avais 15 ans à peu près. Et pour mon parcours scolaire, j'ai fait de ma première année à ma sixième année à Chavannes-de-Baugy. Ensuite, j'ai fait 2 ans à l'école Necker à Coppet, 3 ans à l'école des Rojalais à Coppet aussi. Et actuellement, je suis en train de refaire ma deuxième année au gymnase de Nyon. Tu peux nous raconter brièvement un peu ton événement? Alors, c'était pendant des vacances. J'étais parti avec mes deux parents en France et on s'était arrêté sur une aire d'autoroute et il y avait une sorte de petit centre commercial. Et à cet endroit-là, en gros, j'ai été aux toilettes et je suis tombé sur quelque chose d'assez spécial, on va dire ça comme ça. Tu peux nous expliquer dans quel contexte tu te trouvais dans ce centre commercial, du coup, ce jour-là? Alors, on était sur la route, on avait loué un camping-car avec mes parents et on était à court d'essence. Donc, on s'est arrêté sur la première aire d'autoroute qu'on a pu trouver. Et du coup, sur cette aire d'autoroute se trouvait, on va dire, un centre commercial, une petite supérette avec des toilettes derrière. Et du coup, j'ai voulu aller aux toilettes le temps que mes parents faisaient le plein. Et à ce moment-là, du coup, j'ai rencontré cet événement qui m'a assez choqué, on va dire ça. T'arrives à nous raconter, du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu rentres dans ces fameuses toilettes? Alors, du coup, je rentre dans ces toilettes. C'est un peu des toilettes un peu délabrées d'air d'autoroute, quoi. Et je rentre et tout. Je vais chez les hommes. J'essaie d'ouvrir la première porte. Et je vois qu'elle est ouverte,
mais que quelque chose la bloque. Et je précise, c'est la seule toilette disponible, toutes les autres sont cassées. Donc je me dis, ok, pas de problème, je vais attendre, je vais pas forcer la porte, je vais attendre que la personne sorte. Et là se passe 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Et au bout d'un moment, je me dis, c'est bizarre quand même parce que il n'y a aucun signe de vie, on va dire ça, la personne ne bouge pas, je l'entends pas tirer à la chasse par exemple. Donc je me dis, c'est bizarre quand même. Et du coup, je me dis, je vais essayer de lui parler pour savoir peut-être dans combien de temps elle a fini, parce que ça fait un moment que je suis là quand même, quoi. J'essaye du coup de dire, je crois que je lui ai dit, excusez-moi, est-ce que vous avez bientôt fini et là, je dis ça, pas de réponse. Du coup, on peut dire que tu essayes d'instaurer un dialogue, tu essayes de voir si la personne a bientôt fini. Peut-être aussi tes parents avaient fini de mettre le plein, vous deviez reprendre la route, quoi. Oui, et exactement. Là, je me disais, ils vont partir sans moi, quoi. Ok. Et du coup, je me dis, c'est bizarre et tout. Puis je me dis, je vois que la porte, elle est un peu entrouverte, donc elle est pas fermée à clé du tout. Donc je me dis, je sais pas, tout à l'heure j'ai réussi à la pousser. Je vais réessayer une fois pour voir si je peux essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Et à ce moment-là, je pousse la porte, j'essaie de pousser un peu, je vois qu'il y a ces jambes qui bloquent un peu, donc j'essaie de les décaler un peu pour essayer de rentrer, quoi. Et là, je vois une personne, un vieux monsieur d'à peu près d'une 80aine d'années à peu près, qui est, on va dire, endormi sur les toilettes. Puis là, je me dis, ah ok, il doit juste être endormi, du coup, j'essaie de l'appeler un peu plus fort, j'essaie de, on va dire, un peu le secouer par le bras, essayer d'animer son corps, on va dire. Et au bout d'un moment, je me dis, c'est bizarre, quoi. Il y a aucun signe, ni quoi que ce soit. Et à ce moment-là, je me dis, il y a un truc qui va pas, quoi. Du coup, je prends mes deux doigts, j'essaie de le caler au niveau du cou pour essayer de sentir sa respiration, parce que je me dis, au bout d'un moment, il y a quand même un gros problème, quoi. Et là, j'essaie de poser mes doigts sur son cou, et là, je ressens aucune respiration de sa part, quoi. Donc, par réflexe, je me recule un peu de peur, parce que c'est choquant de voir quelqu'un que tu pensais qui était endormi, mais qui est apparemment décédé. Et je recule doucement, et là je commence à paniquer parce que je sais pas quoi faire, je sais pas si j'appelle la police, je sais pas si est-ce que j'étais jeune à l'époque, je me dis est-ce que j'essaie de sortir la personne de là, est-ce que je vais voir mes parents, en gros je panique, quoi. Et du coup ma première réaction après que j'ai un peu remis mes esprits en place, c'est que j'ai couru vers mes parents qui étaient en train de remettre encore le plein d'essence. J'ai couru vers eux, j'ai été leur expliquer ce qui se passait. Et du coup, ils ont appelé la police. On a été voir un des Securitas qui était à l'entrée du centre commercial pour l'avertir. Et du coup, on s'est retrouvés tous dans ces toilettes afin d'essayer de trouver une solution pour cet homme qui était du coup malheureusement décédé à ce moment-là. Tu nous as dit que tu as mis deux doigts, normalement, si je me trompe pas, c'est sur la jugulaire pour savoir s'il y a tension. Comment tu as appris à faire ce geste? D'où tu as appris à faire ce geste? Parce que peut-être à 15 ans, je sais pas si on a déjà fait des Samaritains ou tu as peut-être dans un film. Alors il y a beaucoup de films qui nous apprennent ça, on va dire, quoi. Mais oui, on avait fait des personnes étaient venues à l'école pour nous montrer des gestes de premier secours. On avait pratiqué un peu le massage cardiaque et tout. Mais du coup, sur le coup, c'est la première chose qui m'est venue de penser, donc j'ai directement fait ça. Je me suis dit, le massage cardiaque, j'oserais pas trop faire parce que il était quand même assez âgé. Moi, je me suis dit, j'ai peur qu'à tout moment il est vivant et puis que je fasse mal et puis du coup que je lui casse quelque chose, quoi. Donc le premier geste, c'est que j'ai directement fait ça. Je me suis dit que ça pouvait pas le mettre en danger, lui ni moi. Et donc voilà. Ok. Et du coup, tu as dit ta première réaction, c'était une réaction de peur. Tu es directement allé voir tes parents. Il y avait personne dans les toilettes avec toi à ce moment-là. Non, il y avait absolument personne. Je suis rentré. Il y avait 3 toilettes, dont 2 qui étaient cassées. Ok. Et la dernière, du coup, c'était là où le monsieur était. Et il y avait absolument personne. J'étais tout seul avec lui, quoi.
Ok. L'aire d'autoroute, c'était une aire d'autoroute plutôt fréquentée, pas fréquentée. Plutôt fréquenté, honnêtement. Il y avait bah, beaucoup de caravanes comme la nôtre, comme on avait loué, qui faisaient des passages pour l'essence ou pour même dormir, j'imagine. Et puis il y avait, ouais, c'était un centre commercial qui faisait, il y avait un McDonald's qui était à côté de lui. Donc beaucoup de personnes s'arrêtaient pour y manger et passer, enfin, faire une pause là-bas, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a aussi un moment ou un détail dont tu te souviens particulièrement aujourd'hui? Bah, le moment le plus fort, je pense que je dirais que c'est quand j'ai essayé de prendre son pouls et puis que bah rien ne bougeait comme j'avais pu essayer de faire avec mes camarades de classe à l'école, quoi. J'ai essayé de mettre mes doigts, mais aucune sensation ni quoi que ce soit. Déjà, enfin, le fait qu'ils me répondent pas quand j'ai essayé de le secouer ni quoi que ce soit, je me suis dit là bah c'est littéralement mort, quoi. Et tu peux nous raconter comment les personnes autour de toi ou quand vous avez appelé les secours, comment les secours ont réagi? Alors du coup, moi je t'ai dit, et bah, quand j'étais voir mes parents, ils étaient déjà un peu surpris d'entendre une nouvelle comme ça, quoi. Du coup, bah, ils m'ont un peu soutenu, étant donné que j'étais un peu, bah, pas en pleurs, mais que j'étais quand même un peu, bah, sous le choc, ce qui est compréhensible. Et du coup, ils ont été très rassurants envers moi et tout. Et la sécurité était, bah, très, je t'ai dit que la sécurité était venue aussi. Elle était très sérieuse et prenait la situation très à cœur. Et après, les policiers qui sont venus, on n'a pas pu voir la situation, ils ont pris un peu ma Ton témoignage? exactement mon témoignage. Je leur ai raconté ce que je t'ai dit maintenant. Et après, je sais pas, après on est parti, j'ai pas eu leur réaction quand est-ce qu'ils ont découvert le, le corps. Mais voilà. Ok, donc oui, ils ont juste pris ton témoignage et ensuite vous avez décidé de partir pour éviter que le moment, on va dire, stressant, choquant ne dure plus longtemps que ça. Exactement, après on a repris la route, on devait aller vers, je crois, Marseille ou un truc comme ça. On a repris directement la route et bah, on est parti dans cette direction, quoi, sans attendre que la police revienne vers nous pour nous parler. Enfin, ils avaient fini de nous parler, hein, mais après le témoignage, on n'a plus du tout eu de nouvelles par rapport à ça, quoi. Ok, et du coup, tu peux nous expliquer un peu comment tu t'es senti dans les heures et les jours qui ont suivi cet événement marquant? Alors, bon, bah, les heures, enfin, j'y ai pensé pendant presque tout le voyage jusqu'à Marseille. Mais après, au niveau des jours, ça s'est calmé un petit peu. Mes parents, ils m'ont dit, si tu veux parler à quelqu'un, soit à nous, soit à un spécialiste, on peut faire ça quand on rentre en Suisse. Et moi, je suis quelqu'un qui garde beaucoup à l'intérieur de moi et qu'au bout d'un moment, bah, quand il y a une accumulation de choses, tout peut sortir d'un coup. Donc, bah, par réflexe, je leur ai dit oui, non, il n'y a pas de problème avec ça. Enfin, que en gros, ça va passer, il n'y a pas de trucs qui m'ont vraiment choqué. Mais plus tard dans ma vie, j'y repense et je me dis, ah, peut-être que j'aurais dû aller en parler. Et du coup, peut-être que ça aurait pu me déstresser de certaines choses pour le futur et pour le présent, quoi. Du coup, si je comprends pas, tu n'en as pas parlé à des proches ou à des personnes spécialisées, tu as tout gardé en toi. Bah, mes parents, oui, un peu au début, parce que du coup, ils ont pu voir, bah, ils étaient là quand la scène s'est passée, entre guillemets. Mais à part ça, non, j'ai pas parlé à un spécialiste, ni quoi que ce soit. Un peu à mes proches, pour, comme quoi, enfin, juste raconter un peu ce que je vous raconte, enfin, ce que je te raconte maintenant. Mais à part ça, non. Disons que tu l'auras raconté comme si c'était une anecdote lambda, normale, rien d'étonnant, quoi. Voilà, exactement. Je pense que je le racontais comme si je racontais à un ami une histoire drôle ou une histoire que j'ai entendue il y a pas longtemps, quoi. Et est-ce que cet événement t'a changé d'une manière ou d'une autre? Dans ma vie, Oui. euh, changer, je dirais peut-être pas ça. Bah maintenant, je sais que du coup, je peux plus parler. Enfin, d'essayer de parler dès que j'ai un problème et éviter du coup de tout garder en moi, étant donné que là, c'était quand même un événement assez grave qui s'est passé, quoi. Mais, euh, mais ouais, on va dire que oui.
On va dire que ça a changé quand même pas mal de choses dans ma vie, niveau positivement. Dont le fait que maintenant j'essaie de parler le plus possible, surtout à mes proches, parce que des spécialistes, j'ose pas trop encore. Mais à des proches, j'essaie de parler tout de suite si j'ai des problèmes, quel que soit le problème, quoi. Ok, du coup, on peut dire quand même, il y a eu un changement en positif. Maintenant, tu arrives à en parler à tes proches, donc c'est déjà un grand début. On peut dire du coup que la prochaine étape, c'est d'en parler à un spécialiste. Voilà, exactement. J'ai des connaissances qui sont un peu spécialisées dans tout ce qui est psychologie et tout ça. Donc j'essaie des fois de parler avec eux, mais vu que c'est des proches à moi, bah, c'est un peu comme si je parlais à quelqu'un de ma famille, quoi. Donc faudra que j'essaie d'évoluer au niveau de ça et d'essayer de parler à des psychologues pas des connaissances, quoi, des personnes que je connais pas, mais à qui je peux me confier, bien sûr, quoi. Est-ce que tu repenses encore parfois à cette journée? Oui, je t'ai dit tout à l'heure, des fois quand je fais des voyages et qu'on s'arrête sur les aires d'autoroute, je me dis peut-être pas dans les toilettes, mais peut-être que dans un rayon de magasin ou à côté de la station-service, je peux tomber sur quelqu'un de décédé comme j'ai pu tomber aux toilettes cette fois-ci, quoi. Oui, donc ça t'a quand même marqué. T'as encore un peu des réflexes. Tu regardes un peu toujours quand tu vas aux toilettes. Est-ce que tu regardes toujours la cabine? Alors, vraiment, je pense plus pendant les voyages, parce que dans la vie de tous les jours, j'y pense pas forcément. Mais quand je suis en voyage et que je vais, par exemple, bah, l'aire d'autoroute, je crois que c'est ce qui m'a vraiment le plus marqué, le fait qu'on s'arrête et puis que j'ai ça, quoi. Donc, dès que je m'arrête sur une aire d'autoroute, je, ça me stresse pas, mais je me dis que, peut-être que ça peut me réarriver, quoi. Si tu pouvais transmettre un message à une personne qui vient de vivre un événement choquant, quel serait le message? Si ça aurait été le même événement que moi, je pense que je lui dirais la première chose, c'est directement aller en parler à quelqu'un, même se forcer un peu à aller parler à un spécialiste qui pourrait t'aider. Moi, j'ai pas eu ce réflexe quand j'ai vécu cet événement, mais c'est ce que franchement, je conseillerais à tout le monde, quoi. Et à surtout pas t'isoler dans des situations comme ça et avertir directement les personnes autour de toi. Bon, étant donné que moi j'avais personne dans les toilettes à ce moment-là, j'ai directement été voir mes parents. Mais dès que tu tombes sur quelqu'un, même s'il est pressé, tu lui dis, tu trouves quelqu'un absolument pour essayer de parler d'essayer de lui dire ça. Et vraiment aller voir un spécialiste, imagine que tu es en voyage quand tu rentres, ou voir, ouais, en tout cas voir un spécialiste le plus tôt possible, quoi. Donc on peut dire, quel que soit l'événement, l'important c'est toujours d'aller voir les bonnes personnes. Parce que que ça soit un réacteur d'avion qui brûle, retrouver un cadavre dans une station d'autoroute ou quoi que ce soit, l'important c'est vraiment de ne jamais s'isoler, toujours aller voir des experts pour pouvoir être aidé parce que on peut pas vivre ça tout seul, surtout quand on est jeune, ça peut être très très compliqué pour nous. Voilà, exactement. Je pense que la chose la plus importante avec nos deux anecdotes, c'est vraiment d'aller parler, de ne pas s'isoler et vraiment à parler à des gens de confiance, à des proches, à des spécialistes, comme on a pu le dire plusieurs fois durant l'interview. Donc maintenant l'épisode est fini, nous espérons que il vous a plu et vous aura permis de mieux nous connaître à travers nos expériences. Si vous aussi vous souhaitez partager une histoire marquante dans un prochain épisode d'Adocast, n'hésitez pas à nous contacter soit dans les commentaires ou via notre compte Instagram que nous mettrons en description. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter comme Simonet a pu le dire juste avant, et à vous abonner.